Bonjour à tous, merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Donc, comme précisé à l'écran, vos caméras et micros seront inactifs pendant ma présentation, mais nous pourrons ensuite échanger ensemble par le biais du chat et des questions-réponses. Donc, je me présente, Anita Juigné, et je suis chargée de la relation entreprise à la CEPAM des de Niort, pardon. Et je suis accompagnée de Valérie que je vous laisse se présenter. Donc bonjour, moi c'est Valérie Révard, je suis référente technique indemnité journalière pour les accidents de travail et les maladies professionnelles. Donc, pour plus de fluidité sur la bande passante, on va couper nos caméras juste le temps de la présentation et on les rouvrira à la fin de la présentation. Donc, ce webinaire concerne donc l'attestation de salaire en accident de travail avec un focus sur les primes. Donc, pour information, cette présentation vous sera envoyée au plus vite et vous pourrez retrouver le replay sur le portail employeur. Au sommaire, nous allons voir toutes les informations à indiquer sur une attestation de salaire en 5 points, en allant du dernier jour de travail à la reconstitution du document, et nous verrons ensuite les avantages de faire cette attestation en DSN. Alors, je vais ouvrir. Donc, commençons par le dernier jour de travail et les éléments de salaire de référence. Comme indiqué, donc la date du dernier jour de travail est importante car elle détermine le point de départ de la période de référence, le calcul du montant de l'IJ et le début de l'indemnisation. Pour rappel, toute journée de travail commencée reste à la charge de l'employeur. Alors, en accident de travail, maladie professionnelle, quel dernier jour de travail indiqué? Donc, dans la majorité des cas, la date du dernier jour de travail est souvent celle du jour de l'accident, comme dans l'exemple 1. Donc, votre salarié a eu un accident le 12 juin. Il s'est retrouvé en arrêt de travail dès le 12 juin. Donc là, le dernier jour de travail indiqué sera le 12 juin. Mais il peut arriver donc que le ou la salariée accidentée continue de travailler quelques jours après son accident de travail avant de se retrouver en arrêt. Et dans ce cas, donc, le dernier jour de travail qu'il faut indiquer est la veille de l'arrêt, comme dans l'exemple 2. Donc, un accident au 12 juin, un arrêt de travail qui ne débute que le 14 juin. Donc, le dernier jour de travail indiqué sera la veille, le 13 juin. Donc, pour une bonne indemnisation, vous avez 3 parties à compléter. Tout d'abord, le cadre A, où vous allez indiquer le salaire de base. Celui-ci correspond au salaire brut du mois précédant le dernier jour de travail, comme dans les différents exemples cités à l'écran. Pour un dernier jour de travail le 15 juin, le salaire de base sera mai. Et pour un dernier jour de travail le 30 juin, le salaire de base sera juin car le mois sera complet. Et pour les activités discontinues, il faut indiquer les 12 mois précédant le dernier jour de travail. Ensuite, vous avez le cadre B, où là, vous indiquerez tous les rappels de salaire et accessoires du salaire versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base. Cela correspond aux primes et rappels de salaire versés dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour de travail. Et enfin, donc le cadre C, perte de salaire, lorsque la période de référence n'a pas été entièrement travaillée suite à une absence autorisée. Nous allons donc rentrer dans les détails avec le salaire de base, donc le cadre A. Mais avant, donc, je vais vous faire participer à un quiz. Donc, je vais le lancer. Donc, à quoi correspond donc le salaire de base lorsque je saisis une attestation de salaire en ATMP sur Net Entreprise
ou en signalement DSN. Donc, au salaire du mois précédant le dernier jour travaillé pour les salariés mensualisés, les salaires des 3 mois qui précèdent le dernier jour travaillé ou les salaires des 12 mois qui précèdent le dernier jour travaillé pour les activités discontinues. Donc, je vous laisse le temps de répondre un peu. Alors, ça bouge encore, donc je vais attendre un petit peu. Pardon. Alors, ça semble arrêter. Donc, je vais mettre fin au sondage. Et donc, voici les résultats. Donc, il y avait bien deux réponses possibles. Donc, c'est bien le salaire du mois précédent le dernier jour travaillé pour les salariés mensualisés et les salaires des 12 mois qui précèdent le dernier jour travaillé pour les activités discontinues. Je vais donc vous expliquer le salaire de base sous forme d'exemple car c'est plus parlant. Donc, on a un accident de travail au 15 juin 2024. Donc, le dernier jour de travail est le 15 juin 2024. Le salaire de base que l'on va prendre en considération, donc le mois de mai 2024. Donc là, nous sommes sur Net Entreprise et donc le cadre A correspond à l'étape 5, salaire de référence 1/3. Donc, vous indiquerez donc le salaire soumis à cotisation sécurité sociale accident de travail. Donc, il comprend vraiment seulement les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence. Donc, ça peut être, donc c'est le salaire principal, les congés payés, les heures supplémentaires payées et effectuées au cours du mois de référence, les primes mensuelles qui sont versées aussi au titre du mois de référence, comme l'assiduité ou l'habillage. Et donc, sur ce montant brut indiqué, vous indiquerez ici la part salariale qui correspond donc à 21% du montant brut. Et donc, penserez à valider la page, la ligne pour que le système les prenne en compte. Donc, voici également un exemple de salaire où c'est bien le salaire brut qui se trouve devant la ligne accident du travail, maladie professionnelle que vous devez indiquer dans la case montant brut. Donc, petit rappel, voilà, pour un salarié mensualisé, on indique un mois de salaire brut, mais pour un salarié en activité discontinue, on indique bien les 12 mois bruts. Donc, passons maintenant au cadre B avec les primes et rappels de salaire. Donc, même punition, on va lancer un petit quiz pour voir. Alors, je me suis trompée. Hop, excusez-moi, les aléas du direct. Hop, sondage. Hop, donc on va faire hop. Alors, cette fois-ci, donc, quelles primes et rappels de salaire doivent être indiqués sur mon attestation de salaire en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle? Toutes les primes et rappels de salaire brut des 13 mois précédant le dernier jour travaillé, toutes les primes et rappels de salaire brut versés dans les 13 mois précédant le dernier jour de travail travaillé, ou toutes les primes et rappels de salaire brut versés dans le mois précédant le dernier jour travaillé. Je vous laisse encore un tout petit peu de temps pour répondre. Ça ne bouge plus. Donc, je vais mettre fin au sondage.
Et donc, la bonne réponse était bien toutes les primes et rappels de salaire brut versés dans les 13 mois précédant le dernier jour de travail. Donc, je vais vous expliquer tout ça sur les prochaines slides. Donc, comme tout à l'heure, on va partir sur le même exemple pour vous expliquer comment quoi indiquer donc, dans le cadre B. Donc, on est toujours sur un accident de travail au 15 juin 2024, donc le même dernier jour de travail, un salaire de base, donc de mai 2024. Donc, l'étude des primes et rappels de salaire versés sur les 13 mois qui précèdent le dernier jour de travail. Donc, cette période sera du 1er mai 2023 au 31 mai 2024. Donc, sur Net Entreprise, donc le cadre B correspond donc toujours donc à l'étape 5, mais à cette fois-ci sur l'étape 2 sur 3 des salaires de référence. Donc, dans cette partie-là, on indique les primes et rappels de salaire brut soumis à cotisation sécurité sociale, susceptibles d'être prises en compte et versées avec une période différente de celle du salaire de base, c'est-à-dire celle versée voilà, pendant les 13 mois qui précèdent le dernier jour de travail. Donc, on peut avoir des 13e mois, 14e mois, des primes de fin d'année ou des rappels de salaire suite à une augmentation. Donc, ces montants de primes, donc vous indiquerez donc la date de versement, la période auquel elle correspond, le montant brut de la prime, auquel vous calculerez également un abattement forfaitaire de 21%. Et surtout, pensez bien à valider pour que le système les prenne en compte. Donc, voici d'autres exemples pour le même accident de travail, car les périodes ne sont pas toujours que de 12 mois. Donc là, on a une prime de 6 mois versées. Donc, elles sont toutes versées en fin de mois. Une de 6 mois, 1200. Donc, la part salariale, on indique bien les 21% de la prime indiquée. Et donc, voilà, un autre exemple avec 12 mois et 3 mois. Et 3 mois. Donc, tout ce qui a périodicité, toute prime avec périodicité est indiqué donc dans le cadre B. Donc, voici les définitions des différents éléments pour la prise en compte des primes en accident de travail, maladie professionnelle. Donc, vous concernant, vous devez bien indiquer la date de versement de la prime qui correspond à la date du virement et surtout bien indiquer à quelle période elle se réfère. Comme dans l'exemple, la prime versée le 1er janvier 2024 qui correspond à la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Ensuite, en fonction de cette date de versement et de la périodicité de la prime que vous allez indiquer, l'assurance maladie va calculer la période de report et la proratisation de la prime, c'est-à-dire le montant de la prime que l'on va pouvoir intégrer au calcul de l'indemnité journalière. Donc, par exemple, pour une prime annuelle de 1 200 euros, on reportera donc le montant de 100 euros qui correspond donc aux 1 200 divisé par 12. Idem pour la prime semestrielle de 300 euros. 300 divisé par 6, on reportera le montant de 50 euros. De toute façon, si vous avez un doute par rapport aux primes que vous devez indiquer, vous indiquez toutes les primes et rappels de salaire susceptibles d'être prises en compte. C'est la CPAM qui retiendra de toute façon les primes à prendre. Alors, sur les slides suivantes, on vous propose deux formats pour mieux comprendre le report des primes calculées par l'assurance maladie. Donc, en premier, voilà, si la prime est versée pendant la période de référence à laquelle elle se rapporte, alors la période de report va démarrer le premier jour du mois de versement, comme l'explique l'exemple. Donc, on a une prime versée le 31 décembre 2023 pour une période de 12 mois. Eh bien, la période de report va commencer au 1er décembre 2023, donc sur 12 mois, jusqu'au 30 novembre 2024. Si par contre la prime est versée en dehors de la période de référence à laquelle elle se rapporte, donc là, dans l'exemple, donc alors la période de report donc, va démarrer le premier jour du mois civil suivant la date de versement, comme le montre donc l'autre exemple. Donc la prime est versée le 3 janvier 2024. La période donc, est de 12 mois pour toute l'année 2023.
Donc, la période de report débutera donc le 1er février 2024 jusqu'au 31 janvier 2025. Voici un format donc tableau pour les primes versées pendant la période de référence de la prime. Un tableau en rose donc, qui est saisi par vous, l'employeur, il correspond au cadre B de l'attestation de salaire. Et dans l'autre tableau en bleu, donc, il sert à comprendre le report de la prime calculé par l'assurance maladie. Donc, je vais reprendre les exemples. Donc, vous nous avez indiqué, par exemple, une prime versée au 30 juin 2023 pour une période de 6 mois et qui correspond à 1200 euros. Donc, l'assurance maladie va prendre cette prime, donc 1200 divisé par 6, donc le montant calculé reporté sera de 200 euros. Comme elle a commencé le 30 juin, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, la période de report va être à partir du 1er juin 2023 jusqu'au 30 novembre 2023 pour 6 mois. La prise en compte de la prime en mai 2024, donc le mois de mai ne se trouve pas dans la période, donc ce report ne sera pas pris en compte. Cette prime ne sera pas reportable. Autre exemple, donc une date de versement au 30 novembre. Donc le montant reporté donc, de la prime de 1500 euros sera 125. La période de report, donc au 1er novembre 2023, pour 12 mois jusqu'au 31 octobre 2024. Le mois de mai 2024 se trouve dans la période de report, donc ces 125 euros seront bien reportables pour le calcul de l'indemnité journalière. Dernier exemple, au 31 mars 2024, donc une prime de 300 euros pour 3 mois, sur une période de 3 mois. Donc 300 divisé par 3, un montant reporté donc, de 100 euros. Et la période de report donc, débutera bien le 1er mars 2024 pour 3 mois jusqu'au 31 mai 2024. Mai 2024 se trouve bien dans la période de report, donc on prendra également cette prime. Donc voici le même exemple, mais sous forme donc d'échelle du temps ou frise chronologique, comme vous préférez. Donc on est toujours sur notre accident du 15 juin 2024 avec un donc, dernier jour de travail au 15 juin 2024. Le salaire du mois de référence donc, est bien le mois de mai 2024. Les primes et rappels de salaire donc, à verser sur les 13 mois qui précèdent le dernier jour de travail donc, commencent bien du 1er mai 2023 jusqu'au 31 mai 2024. On a une prime donc versée le 30 juin 2023 qui correspond à la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023. La période de report du mois sera donc le 1er juin, puisqu'elle a été versée le 30 juin. Donc le 1er juin 2023 jusqu'au 30 novembre 2023. Le salaire de référence ne se trouve pas donc dans la période de report, donc cette prime ne sera pas reportable. Autre exemple, donc date de versement, celle du 30 novembre 2023, qui correspond donc à la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Donc la date de report du premier mois est bien le 1er novembre 2023, qui va donc pour 12 mois jusqu'au 31 octobre 2024. Le salaire de référence se trouve bien dans la période de report, donc cette prime sera bien reportable. Donc sur les deux slides qui suivent, c'est un résumé donc, des deux échelles du temps que je viens de vous présenter pour ceux qui préfèrent, voilà, qui comprennent mieux avec la frise chronologique qu'avec le tableau. Donc maintenant, on va voir voici donc un format de tableau pour les primes versées en dehors de la période de référence de la prime. Donc, comme tout à l'heure, vous avez un tableau donc là en bleu clair saisi par vous, employeur. Il correspond au cadre B de l'attestation de salaire. Et l'autre tableau en bleu foncé sert à comprendre le report de la prime calculée par l'assurance maladie. Donc, on est toujours sur notre accident du 15 juin 2024 avec un salaire de base
de mai 2024 et donc une période d'étude des primes du 1er mai 2023 au 31 mai 2024. Donc là, on a 4 primes qui ne sont pas versées en fin de mois. Donc la première du 5-5 2023 pour une période de 12 mois et d'un montant de 600 euros. Donc l'assurance maladie va prendre 600 euros divisé par 12. On calcule un montant reporté de 50 euros. Donc comme expliqué tout à l'heure, la date de versement étant le 5 mai, donc la date de début du report va être le premier jour du mois suivant, donc soit le 1er juin 2023. Et donc elle correspond à 12 mois. Donc la période de report ira jusqu'au 31 mai 2024. Le mois de mai étant dans la période de report, on prendra cette prime. Donc idem pour le 5 octobre 2023. Donc une prime de 1 200 euros pour une période de 6 mois. La période de report va donc commencer le 1er novembre 2023 pour 6 mois jusqu'au 30 avril 2024. Les 200 euros calculés pour le report de la prime ne se trouvent pas donc dans la période du mois de mai 2000, le mois de mai 2024, pardon, ne se trouve pas dans la période de report. Donc cette prime ne sera pas prise. Idem pour celle du 5 mai 2024 pour 4 mois, où là, donc la période de report ne correspond pas non plus à la période avec le mois de mai qui se trouve dedans. Et celle du 5 janvier, donc pour 12 mois, 2 500 euros pour une période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Période de report, donc 1er février 2024 pour 12 mois jusqu'au 31 janvier 2025. Le mois de mai 2024 se trouvant dans la période de report, donc les 125 euros calculés seront bien reportables pour pour le calcul de l'indemnité journalière. Donc, comme tout à l'heure, la même explication, donc sous forme d'échelle du temps. Donc, on est sur notre accident du 15 juin 2024 avec un salaire de base du mois de mai 2024. Une période de prime et rappel de salaire versé sur les 13 mois, donc du 1er mai, je me suis perdue, du 1er mai 2023 au 31 mai 2024. Une première prime donc versée le 5 mai pour une période de 12 mois qui correspond du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Comme elle a été versée donc le 5 mai, la date de report commencera donc le 1er juin 2023 pour une période de 12 mois qui va jusqu'au 31 mai 2024. Le mois de mai se trouvant dans la période de référence, donc cette prime sera reportable. Donc idem pour la prime sur 6 mois. Donc versée le 5 octobre 2023, donc pour la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023. La date de report du versement sera donc au 1er juin 2023 pour la période donc de 6 mois jusqu'au 30 avril 2024. Le mois de mai ne se trouvant pas dans la période de report, cette prime ne sera donc pas prise en compte pour le calcul des indemnités. Et donc, comme pour l'exemple de tout à l'heure, donc vous avez un résumé des 2 primes. Donc, tout est mis sur sur les mêmes pages. Donc maintenant, voici donc un autre exemple sur le mois de décembre avec la prime versée pendant ou en dehors de la période de référence à laquelle elle se rapporte. Donc là, on change d'exemple. On a donc un accident de travail avec arrêt au 11 janvier 2024. Dernier jour de travail, le 11 janvier 2024. Donc le salaire de référence sera décembre 2023. L'étude des primes versées sur les 13 mois donc, sera du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023. Et donc là, dans l'exemple, on a donc 2 primes. Une versée le 5 janvier 2023 qui correspond à la période de référence du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
pour un montant de 1 440 euros. Versé le 5 janvier, donc la date de report sera au 1er février 2023 pour 12 mois jusqu'au 31 janvier 2024. Décembre 2023 se trouvant dans la période de report, donc on prendra bien cette prime de 120 euros après calcul divisé par 12 pour le calcul de l'indemnité. On en a une autre, donc versée au 31 décembre 2023. Donc attention, ces 1 500 euros seront bien à enlever de la partie A du salaire de référence et elle devra être intégrée dans la partie B. Donc 31 décembre, date de versement qui correspond donc à toute l'année 2023, une prime donc de 1 500 euros. Divisé par 12, on a un montant reporté donc 225 euros. Versé le 31 décembre 2023, donc période de report au premier jour du mois, donc 1er décembre 2023. Elle correspond à 12 mois, donc le report va jusqu'au 30 novembre 2024. Le mois de décembre 2023 se trouve bien dans la période de report, donc on prendra également cette prime pour le calcul de l'indemnité. Alors voici donc un autre exemple sur le mois de décembre avec la prime. Non, excusez-moi, je suis partie sur un autre. Pardon. Donc sur cette slide, je vais vous expliquer comment déclarer les heures supplémentaires et la modulation du temps de travail sous forme d'exemple. Donc là, pour un accident de travail en juin 2024, le mois donc de référence est mai 2024. Le salarié au total a fait 60 heures supplémentaires effectuées en mars, avril et mai 2024, le tout versé en mai 2024. Mais pour le mois de mai 2024, il n'a fait que 20 heures. Donc vous n'aurez que ces 20 heures à inclure dans le salaire de base du cadre A. Les 40 heures restantes sont vraiment à exclure du salaire de base. Et concernant donc la modulation du temps de travail, donc pour un accident de travail en janvier 2024 avec un mois de référence en décembre 2023, donc 150 heures effectuées dans le cadre d'une modulation pour l'année 2023 et qui a été versée en décembre 2023. Donc là, par contre, le montant total des heures versées en décembre 2023, les 150 heures, seront bien à inclure dans le salaire de base du cadre A. Donc, ce qu'il faut donc retenir, donc surtout bien renseigner la date du dernier jour de travail. Dans le cadre A, on indique uniquement les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence. Et dans le cadre B, on indique toutes les primes et rappels de salaire versés pendant les 13 mois précédant le dernier jour de travail. Et comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, si vous avez des doutes, inscrivez toutes les primes. C'est l'assurance maladie qui étudiera le dossier. Donc maintenant, il nous reste le cadre C à voir concernant donc la perte de salaire. Donc là, on se retrouve dans la partie 3 sur 3 de l'étape 5, salaire de référence, qui bien sûr est à compléter que s'il y a eu une absence dans le mois de référence. Donc il suffit de choisir le motif de l'absence, comme exemple maladie, absence autorisée, nouvelle embauche. Il y a toute une liste déroulante. Et ensuite, vous saisissez la période de l'absence, puis le montant du salaire brut perdu et enfin la part salariale des 21% calculée sur le montant indiqué précédemment. Si vous ne savez pas si vous avez mis le bon montant, sachez que le montant indiqué dans le cadre A plus le montant du salaire indiqué dans le cadre C égale le salaire rétabli, le salaire qu'il a habituellement tous les mois quand il n'y a pas d'absence. Si ça peut vous aider un petit peu. Alors, comment se reconstitue notre attestation une fois les trois cadres remplis? Donc, la majorité d'entre vous connaissent cette attestation qui est donc bleue en accident de travail, maladie professionnelle. Donc, une fois voilà, toutes les informations complétées, donc dans le cadre A, on retrouvera bien le salaire de base et les accessoires du salaire de la période de référence,
avec la part forfaitaire indiquée donc dans le cadre qui correspond. Dans la partie B, donc tous les rappels de salaire et accessoires du salaire versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base. Et dans le cadre C, donc le cas où la période voilà, n'a pas été entièrement travaillée, où là vous indiquerez donc la perte de salaire. Donc ici, on parlait maintenant de l'attestation AT en DSN. Donc je vais tester votre connaissance une dernière fois avec un nouveau quiz et le dernier. Donc quels sont les avantages du signalement DSN en accident de travail, maladie professionnelle? Donc vous n'avez pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer, pas de salaire à saisir. Un seul signalement DSN génère une attestation de salaire, accident de travail, maladie professionnelle et une en maladie. Alors, d'après vous, quels sont tous les avantages de le faire en DSN? Donc, ça vote toujours. Donc, j'attends encore un petit peu. Donc là, ça ne bouge plus. Donc, je vais mettre fin. Ah non, il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas fini de voter. Donc, je vais mettre fin. Et oui, les avantages donc de faire le signalement DSN, c'est que vous n'avez pas de montant de salaire à compléter, pas de prime indiquée, pas de perte de salaire à saisir. Et quand vous faites le signalement DSN en ATMP, eh bien, ça génère automatiquement une en maladie. Donc, le fait de faire l'attestation, voilà, accident de travail en DSN génère, comme je vous disais tout de suite, automatiquement une attestation en maladie. Ainsi, le temps de l'instruction, on peut vous faire une avance maladie. Et si l'accident de travail est reconnu, on a votre attestation pour régulariser le dossier. En DSN, c'est plus simple. Vous n'avez qu'à indiquer le dernier jour de travail et les bonnes périodes de subrogation. Et tous les éléments de salaire que vous devez indiquer, c'est le système qui va les chercher dans vos DSN mensuels. Donc, faut-il par contre que tout soit bien paramétré dans votre logiciel. Donc, voici une grille de remplissage des primes DSN AT-MP. Donc, je vous invite à vérifier votre paramétrage dans votre logiciel de paie et demander à votre ou alors vous demandez à votre éditeur de le faire, car une bonne ventilation de ces primes en DSN est très importante. Donc, dans le bloc 51, ce bloc donc, correspond aux rémunérations, ce que l'on va trouver dans le cadre A. Et dans le bloc 52, donc celui-ci, donc là, ce sont bien les primes que l'on doit retrouver dans le cadre B. Et pour finir, donc un petit rappel sur le calcul de l'IJ, donc ATMP. Donc pendant les 28 premiers jours d'indemnisation suivant l'arrêt de travail, l'indemnité journalière est égale à 60% du salaire journalier de base. À partir du 29e jour d'arrêt de travail, l'indemnité journalière est majorée et portée à 79% du salaire journalier de base. C'est pour ça on vous fait appliquer un taux forfaitaire de cotisation de 21%. Et au-delà de 3 mois d'arrêt de travail, l'indemnité journalière peut être revalorisée en cas d'augmentation générale des salaires après l'accident. Et concernant donc la subrogation, donc toujours indiquer les dates maximales de votre convention. Ne jamais limiter aux dates de l'arrêt de travail que vous avez en votre possession. Si vous devez refaire une attestation rectificative ou une annulaire en place, reportez toujours la date de début de l'arrêt en début de subrogation. Très important. Et enfin, donc, un SIRET égale un RIB pour l'ensemble des IJ pour tous les risques.
on ne peut pas à la caisse primaire avoir un RIB, vous ne pouvez pas changer de RIB à chaque fois que vous faites une attestation en maladie ou en accident de travail. Il faut vraiment que ce soit le même RIB à chaque fois. Donc, on en a terminé avec cette attestation de salaire. Donc, un petit rappel sur les contacts. Donc, vous avez toujours la base de connaissances sur Net Entreprise. Quand vous avez des questions en DSN, tout est vraiment bien indiqué sur cette base. En cas de réclamation d'indemnité journalière, c'est bien le 3679 qu'il faut contacter. Toute info législation, vous les retrouvez sur l'espace entreprise dans Amélie Entreprise. Et vous avez besoin de me contacter car vous n'arrivez pas à faire une attestation en DSN, sur Net Entreprise. Vous avez des soucis avec les téléservices. Vous pouvez me contacter par le biais de la rubrique assistance sur notre portail employeur CPAM 79.